Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue, chers amis. Toujours dans le cours des bacilles à gram positifs. On a vu déjà la fois passée le Corynebacterium diphtérie. C'est l'agent pathogène de la diphtérie. C'est les bacilles de l'enfleur. Maintenant, on va voir deux autres agents pathogènes. C'est la listériose et le bacillus. Donc, c'est la suite des bacilles à gram positifs. Toujours, les liens sont disponibles dans la description. N'oubliez pas d'abonner et de laisser vos commentaires. Et on commence. Les listériacées, ou bien l'infection, c'est la listériose. Elle appartient au genre Listeria. Et l'espèce pathogène, c'est Listeria monocytogène. Voilà, vous regardez les aliments crus, la viande. Pourquoi? Parce que la transmission, quelle est le caractéristique de ces listérioses? C'est qu'elle résiste en milieu frais ou bien en congélation à 4 degrés. D'abord, c'est le mode de transmission, c'est les aliments et les salades crues ou bien la viande mal cuite et elle va toucher la mère ou bien la femme enceinte. Et deuxième caractère, c'est qu'elle va donner des infections materno-fœtales comme on va détailler prochainement. Donc, comme je vous ai dit, la Listeria monocytogène, elle est responsable à des infections materno-fœtales. Là, c'est un autre terrain. Donc, la listériose, c'est à craindre en période de procréation, car elle donne une infection materno-fœtale qui est une méningoencéphalite ou bien des méningoencéphalites chez les personnes âgées et surtout chez les nouveau-nés. Donc, la listériose, c'est une infection materno-fœtale. Elles peuvent être mortelles. Une méningoencéphalite, elle est mortelle, surtout chez le terrain été. Les personnes âgées, là, et en gras, vous devez retenir, notez bien que tout ce qui est en gras, oui, tout ce qui est souligné, ce sont des questions fréquentes d'examen. Donc, la méningoencéphalite, elle est mortelle, elle est néfaste chez les personnes âgées et les nouveaux-nés. Et cette listériose est une septicémie à porte d'entrée digestive. Donc, là, vous voyez les aliments, c'est la porte d'entrée, ce sont les aliments crus ou bien mal cuits. Là, c'est de la viande mal cuite, c'est les salades, c'est les fromages, c'est les laitiers. Donc, c'est le repas préféré des femmes enceintes. Donc, c'est à craindre, la listériose est à craindre chez la femme enceinte et elle nécessite une prévention et une hygiène de vie stricte. On va voir dans les plaques suivantes. Maintenant, c'est une bactérie à multiplication intracellulaire facultative. Donc, ce n'est pas un parasitisme intracellulaire obligatoire comme les virus. Maintenant, l'habitat de cette listériose. C'est une bactérie ubiquitaire de l'environnement. Ubiquitaire, ça veut dire elle est retrouvée partout. Donc, elle est bien dispersée dans la nature. Elle se trouve dans les sols, les eaux, les végétaux et surtout les aliments. Ça, c'est le mode de transmission ou bien l'infection est causée par l'ingestion des aliments mal cuits. La présence fréquente de Listeria dans les aliments est sans doute facilitée par la possibilité que la bactérie se développe aux basses températures. Là, c'est un point fort. Donc, au contraire des bactéries qui sont inhibées par la basse température, au contraire, la listériose résiste au milieu de congélation. Même si un réfrigérateur est réglé à 4 degrés Celsius, elle peut pousser facilement et proliférer dans les chambres froides. Donc, le moyen de lutter contre cette bactérie, c'est le contraire. C'est bien cuire les viandes, c'est de nettoyer, c'est de l'asepsie, c'est de l'hygiène de vie. Donc, les chambres froides sont insuffisantes pour inhiber la listériose. Gardez-vous en tête cette notion de basse température. Maintenant, les sources de contamination sont les produits laitiers, les fromages,
les laits crus, les pâtes molles, la charcuterie, la viande hachée, les légumes crus et ou vendus sous forme de viande. Là, vous voyez, tous ces aliments-là sont les repas préférés chez les femmes enceintes ou en âge de procréer. Donc, l'hygiène de vie est indispensable pour lutter contre la listériose et la méningo-encéphalite qui est néfaste pour le fœtus. Donc, c'est le rôle du médecin de d'informer ses patients entre le mode de transmission de cette bactérie pour éviter les dégâts néfastes. Maintenant, là, un petit tableau qui montre le cycle ou bien le mode d'infection au listériose. C'est facile. Premièrement, la porte d'entrée, elle est digestive. Donc, c'est facile, ils sont ingérés dans le repas, l'alimentation. Ils sont absorbés au niveau du mésentère. Ils traversent les ganglions mésentériques et ils vont disséminer dans la circulation lymphatique sanguine. Donc, là, elles peuvent directement se transmettre au fœtus. Ils vont donner une méningoencéphalite mortelle ou bien parfois ils vont vont se directionner vers le foie et la rate où ils vont subir une croissance bactérienne. Après ça, on voit une deuxième bactérie et qui va pénétrer à travers de la barrière hémato-encéphalique et elle va toucher le système nerveux. Ça, c'est le cas des sujets immunodéprimés et les personnes vieux qui peuvent pas combattre cette bactérie, ils vont subir une méningo-encéphalite malheureusement et c'est mortel. Donc, ça c'était le cycle brièvement. Ah, voilà, le système nerveux central est touché chez les nourrissons et les vieux et aussi le risque de la transmission maternelle-fœtale qui est aussi à craindre dans ce pouvoir pathogène. Ça, c'est quelques figures des infections à l'histériose. Ça, c'est la forme gravissime. C'est la granulomatosis infantia qui touche l'enfant. Et là, on regarde des multiples abcès. On voit de multiples abcès situés au niveau de la placenta à cause des manifestations ou bien d'infections à l'histériose qui a traversé la placenta. Là, c'est en microscope. Là, c'est le milieu de culture. Là, c'est le milieu d'études alimentaires. Gardez-vous en tête que les deux milieux qui nous servent à étudier sur la listériose, c'est le milieu isculine lithium agar. Ça, ce sont des questions d'examen. Les milieux où la listériose peut pousser, ou bien peut l'étudier, c'est le milieu isculine lithium agar et le milieu de calcam. Ils vont apparaître noirâtres, comme vous voyez là dans les fichiers ou bien dans les figures. Et dernièrement, on va voir leur caractère biochimique à nous faire voir le premier cours, les caractéristiques biochimiques des bactéries et le diagnostic biochimique. Donc, ce sont des bactéries fermenteurs. Ils sont catalases positives, oxydases négatives. Ils sont glucose positifs en production de gaz. Ils sont esculine positifs, ça c'est en gras. C'est pour cela on a dit le milieu d'esculine lithium agar. Ils sont esculine positifs. Et ils sont décétinases positifs. Ça, c'était les caractères biochimiques du listériose qui nous permet de faire le diagnostic bactériologique à base biochimique du listériose. Maintenant, un petit mot pour la prévention contre la listériose. Surtout chez les femmes enceintes, comme je vous ai dit, il faut une hygiène de vie stricte. Il faut bien laver les aliments crus et les déterger.
faut bien cuire les viandes, éviter les laitiers, les produits laitiers et les fromages, les salades, tout ça. Tout ce qui est frais, tout ce qui est congelé en pré-période de procréation. C'est le rôle des médecins d'éduquer ça, son patient pour éviter les formes méningo-encéphalites qui se trouvent chez les nouveau-nés ou bien la transmission maternelle-fœtale du listériose. Ça, c'était un petit mot sur la prévention de listériose. Et pour le traitement, heureusement, la listeria monocytogène est sensible aux plusieurs familles. On parle des pénicillines, des aminosides, des tétracyclines. Ces traitements sont adaptés et initiés rapidement avec un bon suivi qui permet de guérir l'infection. Mais le meilleur moyen de traitement restera la prévention pour éviter les formes materno-fœtales. Ça, c'était brièvement la listériose, la listeria monocytogène, l'infection maternelle-fœtale, la méningo-encéphalite du nouveau-né et des personnes âgées. Gardez-vous ces mots-clés en tête car ce sont des questions fréquentes d'examen. Et on a terminé avec la listériose. Maintenant, rapidement, le Bacillus anthracis, ou bien le genre les Bacillacées, ou bien le genre Bacillus. Il existe deux. L'un, c'est le Bacillus anthracis. Le deuxième, c'est le Bacillus cereus. Là, il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Le Bacillus anthracis, elle est appelée aussi la maladie du charbon. C'est une arme biologique. On a entendu ce terme pas lointain. On a entendu parler du maladie du charbon, ou bien en arabe, al-jamra al-khabitha. C'est une arme biologique utilisée en guerre. Donc, ils vont mener à des nécroses noirâtres. C'est pour cela qu'ils ont gagné le nom du charbon. Leurs lésions au niveau cutané vont causer des nécroses et des lésions d'aspect noirâtre, comme il est indiqué là. Donc, ils ont gagné le nom du maladie du charbon. C'est le Bacillus anthracis. La deuxième espèce, c'est le Bacillus cereus. Elle donne des thiacides ou bien des toxi-infections alimentaires qui est souvent retrouvé dans le riz. L'intoxication alimentaire à Bacillus cereus revêt sous deux formes. La première, c'est la forme hémétique. Elle est accompagnée de nausées et de vomissements après une durée d'incubation de 5 heures. Et la deuxième forme, c'est la forme diarrhéique, qui est accompagnée de douleurs abdominales et une diarrhée après une incubation de 6 à 24 heures. Et dans les deux cas, il s'agit d'une infection opportuniste bénigne à résolution spontanée, le plus souvent dans les 24 heures. Cependant, si l'intoxication survient chez un sujet immunodéprimé, il peut y avoir la dissémination bactérienne avec un tableau de méningite et endocardite. Ça, c'était brièvement quelques mots-clés sur le Bacillus cereus qui est retrouvé fréquemment en Europe, surtout en ingestion du riz. Et c'est une infection bénigne, mais si c'est le cas d'une personne immunodéprimée, il va être une infection gravissime avec des séquelles, des méningites et des endocardites. Ça, c'était le Bacillus avec ces deux types. Anthracis, la maladie de charbon. Le deuxième, le cereus, c'est la toxi-infection alimentaire du riz. Et on avait déjà terminé les bacilles à gram positifs. On a vu la fois passée la diphtérie. Cette fois-là, on a déjà vu la listériose et les bacillus. Il nous reste les bacilles ou bien les mycobactériums. C'est la fameuse tuberculose qu'on va détailler prochainement, Inch'Allah. J'espère la vidéo a été claire et bénéfique. N'oubliez pas d'abonner et de laisser vos commentaires concernant la qualité des vidéos.
Merci pour votre attention et bon courage.